Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Miaou tout le monde et bienvenue sur Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je suis Mehdi Vernizio, plus connu sous le pseudonyme de Lutte Ostinato, et je suis illustrateur depuis plusieurs années, ainsi que créateur de contenu en général. Mon dada à moi, c'est l'écoute et le partage, la création comme moyen d'expression et de libération. C'est pour cela qu'avec Âme d'artiste, je veux autant parler de la créativité dans son ensemble que de la personne qui tire le crayon, car, contrairement à ce que l'on pense, illustrateur n'est pas toujours un métier passion. Et juste avant de commencer ce nouvel épisode, une petite page de publicité. Connaissez-vous Patreon ? Non ? Eh bien laissez-moi vous présenter une plateforme bien utile pour vous et les créatrices. Utile en quoi, vous allez me dire ? Eh bien dans le fait tout simplement que Patreon se veut la plateforme pour aider les créateurs et créatrices à tenir le cap dans la voie de la création de contenu. Grâce à Patreon, vous, chers auditeurs et auditrices, oui, vous pouvez soutenir les créatrices que vous aimez comme de véritables mécènes. Et nous, les créateurs et créatrices, en contrepartie, cela nous permet d'assurer la bonne vie de notre contenu, mais nous pouvons vous offrir également des contreparties exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Des illustrations inédites, des vidéos exclusives, des audios plus personnels, les possibilités sont infinies. Donc si jamais vous souhaitez me soutenir, sachez que ma page Patreon est disponible dans la description de cet épisode ou sur mon compte Instagram. Les contributions sont de 2, 5 et 10 € et vous permettent d'accéder en avance aux épisodes du podcast, tout en me permettant d'avoir un peu d'argent de poche pour le podcast. Pas mal, non ? Et nous voilà donc de retour dans Âme d'artiste. Je vous laisse avec l'écoute de ce nouvel épisode, les amis. Bonne écoute à vous. Je sors d'une période de blocage créatif assez dense et ça commence à se faire sentir au niveau des finances. Et comme vivre d'amour et d'eau fraîche n'est pas une option viable sur le long terme, j'ai besoin d'y rajouter de la bonne moula. Mais voilà, j'étais bloqué. Tenir un crayon, c'était l'assurance de recommencer 14 fois le même trait, sauf que ce trait, c'était le tout premier. Donc il me fallait travailler sur pourquoi j'avais ce blocage et d'où il pouvait bien venir. J'ai tout d'abord fait un truc hyper efficace et incroyable. Rien. Oui, rien. C'est-à-dire que tous les matins, dès que je me levais, je prenais ma manette plutôt que mon crayon pour parcourir les plaines de l'Entreterre sur Elden Ring plutôt que celle de la créativité. Même si faire une pause, et je vous l'ai déjà conseillé dernièrement, fait du bien, quand ça fait plus de 3 mois que tu fous rien, c'est pas top. Donc conseil numéro 6 pour retrouver sa motivation, cadeau, ne me remerciez pas, c'est de ne pas faire durer trop longtemps cette période où vous ne faites rien de productif. Appliquez la règle des 2 jours max le plus possible. C'est-à-dire que lorsque vous n'arrivez pas à faire quelque chose et que vous décidez alors de prendre une pause, faites en sorte que 2 jours plus tard vous retourniez au turbin. Même juste un peu. Cela évite que la machine ne se grippe trop et que vous finissiez par avoir l'impression de réapprendre à dessiner comme c'était mon cas il y a peu. Après cette période forte en émotions manette en main, mais pauvre en termes de productivité et de création, et aussi après avoir énormément échangé auprès de ma compagne et de mes amis, j'ai décidé de prendre le souci à bras le corps. J'ai décidé de chercher le pourquoi de ce blocage, d'où cela provenait. La réponse ne se fit pas attendre trop longtemps. En effet, ce qui me bloquait était le fait que je ne m'amusais plus quand je dessinais. Je ne sortais pas de ma zone de confort et j'avais un peu cette mentalité de prouveur où chaque trait devait être parfait, la morphologie et l'anatomie de mes personnages irréprochables, et le rendu se devait être époustouflant façon peinture de Manet. Je ne vous dis pas la pression. En ce moment, j'aime plus le travail des illustratrices que des illustrateurs. J'ai l'impression que souvent, nous les illustrateurs, on veut trop prouver. Alors que les créatrices arrivent plus à délivrer leurs ressentis et plus s'exprimer dans leurs illustrations. Et ça m'inspire plus. C'est que mon avis, et je veux bien qu'on en discute en commentaire, sans s'emporter bien sûr, mais j'ai l'impression que les créateurs, en tout cas c'est mon défaut, on a tendance à vouloir créer des trucs techniquement impressionnants. Qu'on sait faire des éclairages dramatiques, qu'on sait faire des poses dynamiques, mais sans vraiment délivrer de fond. Alors que souvent les créatrices vont plus loin et se servent de ça comme outil, au service de l'ambiance, du mood qu'elles ont envie de faire ressentir. Évidemment, c'est une généralité, tous les créateurs et créatrices ne sont pas comme ça, c'est une tendance que j'ai l'impression d'observer. Voilà, c'est exactement ça. Et même si, comme lui, je pense que ce n'est pas une généralité, j'ai ce ressenti que nous les garçons, on doit toujours être mieux.
Alors, aujourd'hui ce n'est pas un épisode féministe que je vous propose, mais cela m'avait percuté quand j'ai vu ce Reels de Dina Content, dont je vous conseille de suivre l'excellent travail par ailleurs, autant illustratif que vidéo en général. Il dégage une atmosphère chill qui, bien sûr, me touche énormément. Donc, je n'avais plus de kiff. Et maintenant que j'avais cette information, je savais avec quoi renouer pour être plus productif, mais d'autres questions me sont venues à l'esprit lors de mon introspection. Pourquoi on crée ? Pourquoi je fais de l'art ? Allons même plus loin, à quoi ça sert l'art ? L'histoire de l'art a comme la couleur du dollar. Et comme dit Rico, y a pas que des jambons à la tête de l'art, sinon quoi de neuf ? Et mine de rien, derrière cette question très deep et complexe, j'ai trouvé des éléments de réponse qui m'ont servi à mon déblocage. Du coup, il fallait que j'en fasse un épisode. Donc préparez-vous à un peu de philo, ça va réfléchir sec. C'est parti. Mais au fait, c'est quoi l'art ? Vous le savez dans cette émission, quand j'aborde un concept, j'aime bien en donner la définition, savoir de quoi qu'on cause. Du coup, c'est parti pour faire mon Jean Dictionnaire du dimanche. Larousse, je t'invoque. Putain, non, pas celle-là, le dico, évidemment. Art, nom masculin, du latin ars, artis. Création d'objets et de mise en scène spécifiques, destinés à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique. Ouais, dans l'idée, c'est plus ou moins ça, mais c'est très factuel. Ils en disent quoi, les philosophes, à ce sujet ? L'art est une activité créatrice. C'est le moyen par lequel l'être humain se détache de la nature. Contrairement à la technique, son produit n'a pas comme finalité d'être utile. Il est destiné à la contemplation plutôt qu'à l'action. L'art est lié à la question du beau et à son universalité. L'artiste doit être distingué de l'artisan, par absence de règles déterminant le travail de l'artiste. L'idée de génie répond à certaines caractéristiques identifiables. Ces caractéristiques peuvent toutefois être critiquées comme un mythe de l'esprit du spectateur. Ah, bah voilà. Bon, c'est un peu pompeux et verbeux, mais on a une définition qui, je pense, est déjà plus proche de l'idée de cet épisode. Je rajouterai cependant un élément, l'art est hors du temps. La philosophe Hannah Arendt en parle au cours de son travail. L'art, c'est rendre présente une façon de sentir, d'être. Rendre présent un rapport aux autres et au monde. L'œuvre renouvelle le regard, le change et nous change. Et à travers les époques, exerce un pouvoir sur celui qui regarde. L'art révèle notre rapport au monde et aux autres. L'art révèle la vérité d'une époque en nous la rendant sensible. Contemplation, donc, un autre rapport du monde, à soi et aux autres. Mais encore, l'art est hors du temps, immortel. C'est fou comme ça fait toujours classe de citer des philosophes, hein. Bon, bref. Mais du coup, pourquoi l'art est-il si présent, voire même si nécessaire dans la vie des hommes et des femmes, alors que ce n'est pas vital et que ça sert à rien de précis ? Entendez par là dans l'idée d'utilisation comme un objet du quotidien. Eh bien, en gros... Est-ce que l'art est utile ? Pour Oscar Wilde, sans pression, il déclare « L'art est parfaitement inutile. » Oui, inutile. Le Gus, il balance ça comme ça au calme. Mais en se penchant de plus près sur cette citation, on a peut-être quelque chose à se mettre sous la dent. Je pense qu'ici, ce bon Oscar parle de l'inutilité de l'art dans l'idée de sa matérialité et de sa pratique. C'est vrai, quoi. On n'utilise pas l'art comme on utilise une éponge ou un verre d'eau. Ou vous avez une drôle de manière d'aimer vos œuvres, ou bien alors vous ne savez vraiment plus quoi faire de votre argent. Mais non. Mes amis, chers camarades, la voici notre minute de gauche, la voici notre moment. Faites mieux. L'art, depuis quelques siècles, sert de clivage social. Acheter un Banksy n'est pas dans les moyens de tous et toutes. Surtout quand on sait que Banksy ne crée pas pour vendre, mais pour sensibiliser. Ce qui montre encore plus l'incongruité du marché de l'art, mais passons. Ainsi, celui ou celle qui possède un Banksy se croit et se voit par ses pairs matériellement supérieurs. Pourtant, cet aspect est venu avec le capitalisme et le libéralisme qu'a permis l'époque industrielle. L'époque où, via les machines, nous avons pu élever des sociétés, créer des marchés et rendre encore plus ridiculement important la distinction et le clivage social. Cependant, ce n'est toujours pas l'intérêt et l'utilité de l'art. C'est une fonction qu'on lui prête, qu'on lui ajoute, dans l'idée de servir nos idées reçues sur le fait que l'art avec un grand A, entendez l'art qui intéresse les galeries et les milliardaires, sert à être au-dessus d'autrui et de créer ainsi un rapport de force. Là où l'art, dans les faits spécifiques, est un vecteur d'émotion, de souvenirs et d'humanité, ni plus ni moins. On pourrait aussi voir là un délire machiste de notre société, ce serait pas le premier. Depuis ces 10 dernières années au moins, nous voyons de plus en plus de femmes artistes revenir sur les devants des musées et des galeries, là où pendant des siècles elles étaient oubliées voire pire, anonymisées et cachées.
leur art devenant autant culturel que sociétal et militant. Malheureusement, pour certains et certaines encore aujourd'hui, l'art est un soi-disant pouvoir, accessible qu'à certaines castes et qu'à un certain genre, le masculin, et ne voit donc sa valeur qu'en termes d'argent. Pourtant, l'art s'accorde bel et bien en nombre, celui de la pluralité, mais il est loin de s'accorder en genre, qu'on se le dise. En parlant de l'ère industrielle, camarades... Pardon, il me restait encore un peu de mon gauchisme dans la gorge. Je disais donc en parlant de l'ère industrielle que je me sentais obligé de citer ce que j'ai appris en fac d'art plastique. Sissi Paris 8 le ghetto, TMTC. En vous parlant de Walter Benjamin et de son essai « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductivité technique ». Écrit en 1936, Walter nous explique dedans l'impact de la reproduction technique sur l'art, en particulier à l'époque de la montée de la photographie et du cinéma. Il discute des changements que ces nouvelles formes de reproduction apportent à la perception et à la valeur de l'art. Benjamin soutient que la reproduction technique démocratise l'art en la rendant accessible à un plus large public, mais il souligne également que cela peut entraîner une perte de l'aura, c'est-à-dire la présence unique et authentique associée à l'œuvre d'art d'origine. Il explore également la notion de culte de l'authenticité et comment cela peut être mis en question à l'ère de la reproduction technique. En résumé, Benjamin examine comment la reproduction technique transforme la nature de l'art et son expérience, mettant en lumière à la fois ses aspects positifs, tels que la démocratisation de l'accès de l'art, et ses défis, tels que la perte de son aura et la remise en question du statut de l'œuvre originale. Ce qui fait que désormais, deux mondes coexistent. L'un où l'art est symbole de puissance, et un autre où l'art est populaire, donnant alors naissance au cinéma ou encore à la musique pop. Malheureusement, ce dernier monde souffre de ne pas être vu comme de l'art à proprement parler, de par son rapport au peuple et donc son accessibilité. Ce qui est dommage car en mon sens, l'art populaire est autant vecteur d'émotion que l'art élitiste du marché de l'art. Mais pour en revenir au sujet de notre épisode du jour, je me demandais une chose, et la créativité dans tout ça. L'art a besoin de créativité, et de la créativité nous en débordons littéralement. Vous ne vous doutez pas à quel point nous nous servons de notre imagination au quotidien et d'à quel point nous faisons preuve de créativité face à certaines situations. Truc tout bête, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous avions autant de constellations en forme d'animaux, de dieux et déesses grecs ou encore d'objets? Pour faire joli? Pas que. Depuis la nuit des temps, les astres nous fascinent, et avant de savoir comment cela fonctionnait là-bas dans les étoiles... Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Je disais donc, avant de savoir comment réellement cela fonctionnait là-haut, on se servait des étoiles pour se localiser et se déplacer, ou encore connaître le jour et la saison de l'année. Avec une pincée d'imagination et pas mal de pareidolie, ou de LSD pour certains, on y a créé des visuels faits de points et de lignes, les constellations. Grâce à elles, tout était plus simple pour se repérer temporellement ou spatialement. Vous voyez la Grande Ourse? Vous êtes dans l'hémisphère nord. Vous voyez la Croix du Sud? Vous êtes dans l'hémisphère inverse. Telle constellation apparaît à cette époque de l'année? Normal, nous sommes en hiver. Et en prime, ces constellations permettent de nourrir nos histoires et nos religions. La spiritualité de l'époque et nos thèmes astraux d'aujourd'hui, continuant ainsi sans cesse d'alimenter notre imagination et de faire turbiner notre cerveau. Je vais vous partager en description de cet épisode un documentaire de l'émission 42 de Arte qui s'intéresse à l'imagination et à quoi elle nous sert. Cela fera écho à une notion que j'ai abordée dans un de mes précédents épisodes, celle de l'Umwelt. Le fait que nous ne voyons pas le monde, nous l'interprétons. Notre cerveau est constamment occupé à mettre en relation nos souvenirs et nos expériences et de les combiner avec notre image actuelle de la réalité. Mais dans ce cas, comment pouvons-nous encore distinguer le réel de l'imaginaire? Que se passe-t-il si tout s'entremêle? Peut-on faire confiance à notre imagination? Bon, et moi dans tout ça? Je pense personnellement que nous avons besoin de l'art pour ce qu'il dit de nous et dans sa capacité à nous soulager et nous projeter dans nos émotions. Il nous permet de nous mettre bien dans nos pompes, mais aussi de voir ce que ça fait d'être dans celle du voisin, voire même celle d'horribles personnages comme de gens à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. L'art nous est utile aussi dans les liens qu'il nous permet de créer, autant avec les œuvres qu'avec les artistes, mais aussi avec les autres regardeurs. Parler des tableaux qui nous ont touchés pourra créer du débat, de l'échange, et même de découvrir d'autres artistes et d'autres œuvres. J'aime aussi l'art dans son accessibilité. Loin des idées reçues qu'une œuvre se doit d'être techniquement irréprochable et incompréhensible, l'art peut être brut, naïf, classique ou pompier, conceptuel ou impressionniste, mais il reste surtout une idée des émotions et de l'esprit. Il n'a pas besoin de recettes précises. Il a juste besoin d'authenticité et d'une pointe de maladresse comme sait si bien le faire l'humain. Comme il le dit lui-même,
comprendre, Romano Choucalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. L'art peut être clivant, nous créer du dégoût, de l'horreur ou nous rappeler des heures sombres de notre histoire, mais quoi qu'il arrive, il est vecteur et créateur de ressentis. Il est comme une immense tour de Babel désireux de chercher du sens à notre vie tout en nous réunissant. C'est sans doute pour ça que je dessine, que je peins, que j'enregistre ma voix ou bien qu'à une époque je me filmais. Car ce sont pour moi des moyens de transmettre des choses évidemment, et vous savez à quel point j'adore transmettre, mais c'est aussi un moyen de communiquer avec moi, mes idées, ma vision du monde ou encore mes rêves. C'est un moyen de me découvrir et de choisir ce que je veux dévoiler aux yeux et aux oreilles des autres. C'est sans doute pour ça, du coup, que je bloquais ces derniers temps. Je voyais que la technique, produire une image pour juste avoir un visuel tout en oubliant le fait de m'amuser. J'oubliais de rajouter la secret sauce qui fait que j'aime tenir un crayon. J'oubliais que je pouvais m'épanouir dans mon travail et que toute la partie administration et argent passe après la créativité. J'oubliais simplement que l'art prenait bien des formes et qu'il faisait ressentir bien des choses. En bref, je crois qu'écrire cet épisode un peu philo et complexe dans son thème, j'ai peut-être été un peu maladroit sur certains détails, et vous m'excuserez de ça, eh bien ça m'a fait du bien et ça m'a aidé à être plus en accord avec moi et mon crayon. J'aurai d'autres moments de blocage, comme tout le monde, mais si je n'oublie pas le résultat de toutes ces recherches, il y a moyen que j'aborde mes futurs art blocs plus sereinement, de manière plus chill. Et voilà, c'était votre nouvel épisode d'âme d'artiste. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse montrer tout votre soutien en likant cet épisode, mais aussi en le commentant sur les plateformes qui le permettent, mais surtout en partageant en masse autour de vous via vos réseaux sociaux préférés. C'est un coup de pouce énorme qui prend que quelques secondes et ça fait du bien au podcast, donc n'hésitez pas et partagez en masse autour de vous. Et si jamais vous voulez vous tenir au courant des prochains épisodes et de l'actualité du podcast, je vous laisse me rejoindre sur Instagram via âme-d'artiste-podcast. Ah, et puis si jamais vous désirez suivre mon travail d'illustrateur, alors je vous invite à vous abonner sur ce compte-ci, lutte-ostinato. J'ai hâte de vous y retrouver et de partager plein de choses avec vous. Merci à Jérémy Kleiss de m'avoir donné l'élan nécessaire à la création de ce podcast. Merci également à Laurent Bazar pour le générique de l'émission qui déchire. Et surtout, merci à vous de me suivre et de m'écouter, ça fait chaud au cœur. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode d'âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. La bise!